6 personnes, alors c'est bon. Alors, on vous souhaite la bienvenue. On a un cours courtage commercial 101. Pourquoi 101? C'est parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ceux qui ont déjà l'expérience dans le commercial, ils savent que c'est beaucoup de choses à regarder. Nous, on va juste toucher un peu les grandes lignes du courtage, savoir un peu c'est quoi, où est-ce qu'on se dirige si jamais on a une transaction commerciale, qu'est-ce que ça englobe. Si jamais nous avons un permis restreint résidentiel, c'est quoi nos limites dans le monde commercial? OK, alors c'est ça qu'on va voir. On va passer un enregistrement aussi pour cette session-là. Alors, ce que je veux peut-être vous demander, c'est si jamais il y a des questions, qu'on peut les garder jusqu'à la fin. Il y aura à peu près 30 minutes à 40 minutes maximum de matière théorie que je veux mettre. Puis après ça, c'est la période des questions et réponses. Puis comme j'avais mentionné au début, cette session est enregistrée parce qu'elle va être un peu sur le site de coaching. Alors, si on peut juste garder nos micros fermés, si jamais vous avez des questions à la fin, on peut juste les ouvrir et poser les questions. Et pour la cause des choses aussi, moi, j'ai pas la capacité de voir les chats en même temps. Alors, je vois qu'il y a quelques messages sur le chat, mais malheureusement, je peux pas les voir. Alors, je vous demande si jamais vous avez des questions à les poser directement pour le bénéfice du groupe. OK? On vous remercie pour ça. Alors, quand on parle du commercial, on parle d'un autre monde, OK? Nous, en tant que courtier immobilier, on a le droit de transiger dans le monde commercial, mais on doit avoir les capacités pour ça. Et comme vous le savez, il y a quelques années, il y a eu un changement au niveau des permis du courtage immobilier. L'OASIC a séparé ça. Alors, quand on commence, le premier cours qu'on prend, si on prend le cours de base, c'est un cours restreint résidentiel. Alors, je peux savoir c'est quoi un peu la limite de ce cours-là. Quand on parle d'un permis résidentiel, on parle d'une partie ou l'ensemble d'un immeuble principalement résidentiel de moins que 5 logements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête à 4 logements, on n'arrive pas à 5. Alors, aussitôt qu'on arrive, on touche dans le multirésidentiel à 5 logements, à ce moment-là, notre permis résidentiel n'est plus suffisant. Il faut avoir un permis commercial à ce moment-là. On parle d'un terrain vacant à destination résidentielle. Ça veut dire que le zonage, il faut qu'il soit seulement résidentiel ou commercial, mix, ça peut se faire aussi, mais pas un gros terrain. Alors, il faut juste savoir aussi, c'est un terrain qui est subdivisable, ça va être un peu aussi une question qu'il faut débattre pour avoir un permis résidentiel qui pourra toucher à ça. Alors, il faut faire attention à ça. On parle d'un condo aussi. Quand il y a un condo divise ou indivise, on a le droit de transiger dans ce genre de condo-là. Mais si on parle de plusieurs condos, un immeuble, disons, de 5 logements, même si c'est en copropriété, on ne peut pas les acheter en même temps en tant que groupe, parce que ça va être considéré comme du commercial aussi. La location, bien évidemment, c'est notre droit à le faire. Puis là, si on parle d'un semi-commercial, OK, ça, il faut faire attention, parce que semi-commercial, oui, on a le droit de toucher. Il faut au maximum 4 logements et moins dans la partie commerciale et moins que 50% de la superficie totale. Alors, quand vous parlez transiger sur Saint-Denis, sur Saint-Laurent, sur le plateau, vous avez des commerces en bas. Il faut que vous assurez, si jamais vous avez un permis résidentiel seulement, il faut que vous assurez que vous avez une superficie commerciale de moins que 50%. Si jamais vous avez un semi-commercial, puis la partie commerciale est plus que 50% aussi, là, on parle qu'on ne peut pas vraiment toucher à ça. Euh, Quand on parle de... Excusez-moi, peut-être plus Peux-tu vite. poser une question, Moussa, s'il vous plaît? Oui, Quand monsieur. on parle de terrain agricole ou une ferme, est-ce que ça rentre dans le résidentiel? On va toucher à ça tout de suite. C'est Si beau. vous Thank you. m'attendez, vous allez l'avoir. Alors, dans le domaine commercial, OK? Si jamais vous avez un permis commercial qui est limité au commercial, à ce moment-là, vous avez le droit de toucher à plus que 5 logements ou 5 logements et plus.
Vous avez le droit aussi d'acheter et de vendre un terrain vacant à destination commerciale. Alors, le zonage ici est commercial. Une entreprise, on a le droit de le faire, OK? Si les biens de l'entreprise, selon leur valeur marchande, sont principalement des biens immeubles, OK? Puis je veux toucher tantôt à cette facette-là un peu plus tard dans la formation. Puis, comme j'avais dit, si jamais vous avez un immeuble commercial de 4 logements et moins, à ce moment-là, si vous avez un permis restreint commercial, on ne peut pas toucher à ça parce que ça rentre dans le côté résidentiel. Dans notre cas, que ce soit chez Charisma ou chez l'expert immobilier, nous, on est en général, si jamais on a un permis commercial, c'est parce qu'on a déjà le résidentiel aussi qui est inclus. À ce moment-là, on appelle ça un permis plein exercice, résidentiel et commercial. Ça nous donne accès à toutes les transactions. À ce moment-là, vous pouvez vendre le stade olympique, vous pouvez vendre la Ville-Marie, puis il n'y a personne qui peut vous empêcher à faire ces transactions-là. Quand on parle d'une entreprise, OK? Puis c'est là où je veux rentrer et répondre un peu à la question de M. Roland. Si jamais c'est un zonage agricole, alors la question qui est posée, puis ça c'est des questions qui étaient sur le site de l'OASIC. Alors, est-ce qu'une opération de courtage portant sur un immeuble à vocation agricole doit être considérée comme faisant partie du champ d'activité des titulaires de permis autorisés à pratiquer un courtage commercial? La réponse est oui, mais il y a un mais dans ça. Si jamais l'aspect agricole secondaire et secondaire, considéré comme secondaire, à ce moment-là, votre permis résidentiel, si jamais vous êtes restreint à résidentiel, vous pouvez transiger à ça. Alors, dans d'autres mots, si jamais c'est une activité commerciale dans le domaine agricole, on ne peut pas faire ça à moins que nous avons un permis commercial. Mais si jamais, disons, c'est une maison, puis la personne, il va faire la culture pour son usage personnel, le zonage agricole nous permet de transiger dans cette transaction. Est-ce que ça répond à ta question, M. Roland? Absolument, oui, merci. Parfait. Alors, il y a une autre question aussi qu'on veut se poser. Est-ce qu'un courtier restreint au courtage résidentiel peut signer en co-inscription avec un courtier restreint au courtage commercial ou un courtier de plein exercice un contrat de courtage en matière commerciale? La réponse est non, malheureusement. Alors, si jamais on est restreint résidentiel, on ne peut pas être en co-listing. C'est quoi qu'il faut faire? Il faut référer la transaction à quelqu'un, qu'il s'occupe de ça. Lui, il doit avoir un plein exercice et on a le droit d'avoir une référence pour ça. Alors, c'est notre droit d'avoir une référence, mais on ne peut pas être en co-listing. Si jamais on fait ça, on est sur le contrat de courtage. Même si on fait une promesse d'achat, puis notre permis est limité à résidentiel, à ce moment-là, on va avoir un avis et un avertissement même de l'OASIC nous disant qu'on n'a pas le droit de pratiquer dans ce champ-là, à moins qu'on a les capacités nécessaires pour ça. Si on continue, alors les points à garder en mémoire, OK? Puis c'est là où je veux prendre le plus de temps peut-être dans le domaine commercial. Acheter un immeuble de 4 logements ou acheter un immeuble de 50 logements, ça revient à peu près au même dans les processus. C'est sûr que les formulaires peuvent être différents d'une place à une autre, mais il faut faire attention aussi que là, on a des étapes un peu plus avancées à vérifier au niveau commercial. Surtout en général, dans le commercial, le propriétaire ou l'acheteur peut être une compagnie. Alors, il faut bien identifier la personne qui est représentée pour faire la transaction. Quand on parle d'une compagnie, personne morale, ou ça peut être une autre forme de compagnie, normalement, c'est une ou plusieurs personnes qui vont être responsables de la compagnie. En général, une personne morale, quand on parle d'une compagnie, que ce soit incorporée, société en non collectif, n'importe quoi, en général, il va y avoir des personnes qui vont signer, qui vont être autorisées par la compagnie pour signer à sa place. C'est pour ça qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir en dossier, que ce soit par écrit avec preuve à l'appui. On doit avoir une procuration qui permet à la personne physique de signer pour la personne morale qui fait la transaction, que ce soit vente ou achat ou location. Ça, c'est très important de faire. Si jamais on vend ou on achète
une partie commerciale, une partie qui est très importante aussi dans notre processus, c'est de vérifier le zonage. Nous arrivons avec un client qui veut faire un garage mécanique, puis là, on trouve un terrain vacant sur Des Laurentides à Laval. On ne peut pas l'acheter pour présumer et dire comme quoi ça va être correct, ça va être assez de place pour contenir ton garage mécanique. Il faut aller voir à la ville, à l'urbanisme de la ville, pour voir un peu si la vocation de ce terrain-là répond aux besoins de notre client. Sinon, on peut être responsable de mal informer notre client et c'est très important de faire. Alors, normalement, contacter la ville, ça va être quelque chose de régulier quand on transige dans les transactions commerciales. C'est très commun, puis tout le temps, il faut communiquer avec la ville, savoir où aller et quelles questions poser aussi. Des fois, le client, il ne va pas expliquer au complet, il va nous donner une idée vague. Alors, c'est à nous d'aller, disons, un peu creuser pour voir c'est quoi l'idée et son besoin pour savoir un peu si le bien qu'on vend ou on loue pour lui, ça répond à ses besoins. Moussa, petite question pour le sonnage. Est-ce qu'on peut voir dans le site de la ville si ça correspond au client ou il faut absolument se déplacer à la ville au C'est à bureau? l'urbanisme, Eric. OK, il faut absolument se déplacer Oui, toujours à l'urbanisme. c'est ça, parce que normalement, oui, sur le site de l'évaluation de la ville, il va vous donner une catégorie. Puis là, il faut aller à une autre étape, voir un peu dans les règlements de la ville, cette catégorie-là, si ça s'applique. Mais des fois, il y a des exceptions aussi. Alors, vous jouez safe si jamais vous allez à la ville et vous vérifiez la vocation exacte du besoin de votre client par rapport au bien que vous avez entre les mains. Puis, si jamais on envoie des clients faire ça, c'est pas correct, il faut que ce soit nous qu'on le fasse ça, c'est ça? Écoutez, si le client il a l'habitude de consulter les villes, c'est pas la première fois qu'il fait des transactions, Mhm. vérifiez avec lui. Mais OK. moi, je conseille que vous le faites. OK. Moi, je conseille que vous le faites parce que si jamais il y a quelque chose de pas clair, il va vous dire, ah, vous m'avez dit ça, puis vous allez comme un peu automatiquement être responsable de cette étape-là. Au pire, on peut aller les deux ensemble. Comme ça, Oui, c'est on est l'idéal. sûr. C'est OK. l'idéal si jamais c'est le cas. OK. Ben, merci beaucoup. Alors, une autre chose qu'il faut faire attention quand vous transigez sur le mode commercial, c'est les mises de fonds. Quand on transige pour acheter une unifamiliale, un condo, un duplex, triplex, on peut arriver 5%, puis là, on peut acheter, si jamais c'est propriétaire occupant et d'autres conditions. Quand on commence à parler, puis je ne veux pas rentrer dans tous les détails de financement commercial, c'est sûr que ceux qui ont de l'expérience, ils vont savoir, peut-être il y a des exceptions pour ce que je veux dire, mais en général, il faut faire attention avec votre client. S'il y a une mise de fonds assez pour qu'il couvre l'achat. Puis c'est là où je rentre un peu dans un autre sujet, une autre catégorie. La mise de fonds pour une maison, c'est 5% de la valeur d'achat de cette maison-là. Mais dans le commercial, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller évaluer la valeur, puis ils vont sortir quelque chose qu'on appelle la valeur économique. La valeur économique, je vous donne un exemple. Vous achetez un sixplex, est évalué où le prix demandé est 1,1 million. Là, votre client, il va vous donner 20% ou 25% comme mise de fonds. Vous pensez que c'est assez. Là, vous arrivez à la banque, puis la banque, elle va évaluer ça à 900 000, la valeur économique. Parce que là, il y a d'autres facteurs qui vont entrer dans la valeur d'un immeuble commercial. Alors, la valeur économique pour la banque, c'est 900 000. Eux autres, ils peuvent financer jusqu'à 25% du 900 000 et non de 1,1 million. Alors, votre client, il faut qu'il soit prêt. Si jamais il y a de l'intérêt à aller de l'avant dans la transaction, il faut qu'il soit prêt à aller chercher la différence au niveau de la mise de fonds. Parce que tout ce qui est entre 900 et 1,1, c'est 200 000 de plus. Ça va être payé par votre client côté cash ou peut-être ça peut être une balance de prix de vente. Ça, c'est des choses qui peuvent être négociées du cas par cas. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, c'est un autre monde, c'est une autre formation, alors c'est sûr que je ne veux pas rentrer dans ça, mais l'idée, c'est de faire attention quand vous asseyez avec vos clients, essayez de voir un peu ses capacités financières. Dans le monde résidentiel, on demande une préapprobation hypothécaire
Alors, on va dire que le client est qualifié jusqu'à 500 000. Puis la banque, elle va donner cette préapprobation-là. Dans le commercial, c'est pas comme ça. En genre, on va voir un peu ses capacités en général, mais ils vont pas donner une préapprobation. On appelle ça une intent letter ou lettre d'intention pour dire comme quoi on est prêt à financer ces projets. Des fois, ça peut arriver, puis j'ai déjà eu, moi, personnellement, des transactions commerciales où le client il a financé jusqu'à 90%. Mais c'était un PPE, c'était quelqu'un qui voulait ouvrir un commerce dans son immeuble. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de détails à regarder dans ça. Mais l'idée derrière ça aujourd'hui, c'est quand vous soyez avec votre client, si vous voulez l'aider d'une façon concrète, il faut un peu voir les détails de ses capacités financières et lui donner aussi les idées que peut-être à la banque, ils vont vous demander un peu plus de cash. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Sinon, peut-être chercher quelque chose qui est moins cher au niveau de ses capacités d'achat. Alors, une autre chose qui est primordiale aussi, d'être entouré par des bons spécialistes. Alors, vous, avant d'embarquer dans le monde commercial, vous devez avoir des personnes ressources, que ce soit quelqu'un qui fait le financement commercial, des fiscalistes des fois, parce qu'il y a des enjeux au niveau fiscal aussi dans un achat ou dans une vente. Alors, vous devez être entouré par ces gens-là. Puis, quand on parle de permis d'exercice, ça, c'est l'utilisation de l'immeuble que vous allez utiliser. Maintenant, c'est une clinique médicale. Demain, le gars, il veut faire un genre de centre de physiothérapie. Est-ce que ça concorde? Est-ce que ça est dans la même catégorie? Je ne peux pas répondre aujourd'hui à ces questions-là, mais c'est à vous de vérifier aussi si jamais l'utilisation déjà méditée par le client est pré-demandée, si elle respecte ce que vous avez à faire. En général aussi, il y a quelque chose qui va en général rejoindre les achats commerciaux, c'est vous avez les tests environnementaux à faire aussi avec les achats ou les ventes. Alors, il faut s'entendre pour voir un peu qui paye quoi et c'est quoi la répercussion pour ces tests environnementaux-là. Quand je parle tests environnementaux, c'est la banque qui va exiger ça s'il y a un financement, puis c'est phase 1, phase 2, des fois phase 3 aussi. Alors, il faut s'attendre à ça. Une autre chose qu'il faut vérifier, puis surtout, j'ouvre une petite parenthèse pour la location commerciale. Dans le résidentiel, on a des baux qui sont déjà prédéfinis par le gouvernement, qui sont sortis et approuvés par le tribunal administratif du logement. Dans le monde commercial, c'est pas le cas. Alors, c'est du cas par cas, c'est le besoin. Il faut savoir un peu, surtout dans la location, c'est quoi qui va être inclus dans la location, c'est quoi qui ne sera pas inclus. Puis là, j'ouvre un autre chapitre aussi. Peut-être on peut faire une autre formation sur la location commerciale. Vous avez des baux qui sont nets. Vous avez des baux qui sont nets. Vous avez des baux qui sont bruts. Alors, il faut faire un peu la distinction quand vous embarquez dans le monde commercial. Alors, un autre point qu'il faut faire attention. OK? Puis c'est là où j'ouvre un sujet, puis il y a eu un litige dans ça. Est-ce que c'est une vente d'actions ou une vente d'actifs qu'on fait, surtout dans un monde commercial? On vend un immeuble, puis là, les gens, ils vont acheter la compagnie au complet, incluant l'immeuble. Alors, est-ce que c'est considéré comme une vente d'actifs et une vente d'actions? Puis là, je vous pose la question, ceux qui ont de l'expérience dans le commercial, est-ce qu'on peut peut-être expliquer c'est quoi la différence entre ces deux genres de vente? La question est à vous. C'est pas un examen. Une Moi, vente je d'actifs. pense que juste d'actifs parce qu'on vend les actifs de la compagnie, puis la compagnie. Mais les actions, qu'est-ce que la compagnie fait? C'est la personne qui achète, qu'est-ce qui va continuer, c'est à lui de continuer. Mais nous autres, on vend les actifs de la compagnie et le nom de la compagnie. Mais bien avec ses clients, puis avec ses activités aussi. OK. Ouais, les Merci. deux. Est-ce qu'il y a d'autres idées?
Ben, lorsqu'on vend les actions aussi, on vend aussi le passé de la compagnie. Oui, Et est-ce que j'ai bon souvenir, comme courtier immobilier, on peut vendre les actifs, mais on ne peut pas vendre les actions? Il faut prendre soit un comptable ou quelqu'un de l'AMF, là, parce que mes souvenirs sont bons. très bien. À mon Parfait. sens, du moins de ce que je me rappelle selon mes études, quand on vend les actifs, en fait, on vend friteuse et bassine d'huile et les éléments qui servent à la compagnie. Quand on fait une vente d'actions, c'est qu'on on vend les parts d'une entreprise. Donc, ça vient avec le passé de la compagnie, s'il y a des dettes, s'il y a tout ça. Et je pense que pour qu'on puisse toucher à ça, il faut qu'il y ait un immeuble dedans qui supplante la valeur de l'entreprise, donc des stocks et tout ça. C'est ça. Alors, vos réponses sont tous bonnes, mais il faut toutes mélanger les trois réponses qu'on vient d'entendre. Alors, vente d'action, c'est vendre la compagnie, l'entreprise en tant que telle, OK? Puis comme Reynald a mentionné, c'est vrai, on ne peut pas faire ça uniquement pour vendre d'actions. Parce que normalement, si on veut vendre des actions, ça prend une... Parce que ça rentre dans la loi des valeurs mobilières et non immobilières. Alors, il faut faire attention que ne pas agir dans l'action. Euh, mais ça arrive des fois que vous voulez vendre l'immeuble avec l'entreprise dedans. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des formulaires aussi qui sont prévus à l'OASIC. Ça, c'est considéré comme des ventes d'actifs, OK? Mais il ne faut pas camoufler ça, OK? Dans le sens que là, on vend la compagnie, puis l'immeuble est la partie, disons, immobilier de la compagnie, mais ce n'est pas l'activité principale. Alors, il faut faire attention, c'est quoi la véritable nature d'opération juridique quand on embarque dans ça. Puis il faut prévoir aussi, parce que le contrat de courtage vente immobilier, ça ne couvre pas la vente d'actions. Puis je vous invite à voir un article qui est sur l'OASIC aussi qui parle vente actif ou vente d'actions, parce qu'il y a des jurisprudences aussi qui parlent des jugements de la Cour. Des fois, ils ont donné raison au courtier d'avoir sa rétribution, mais dans d'autres cas, ils n'ont pas donné raison, puis ils ont bloqué le paiement de la rétribution. OK? Alors, c'est ça où il faut faire attention. Puis c'est pour ça que moi, j'ai tiré ce que vous voyez devant vous de cet article-là. Si vous remarquez dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les tribunaux qui ont eu à se pencher sur la question du droit d'une agence immobilière à recevoir une rétribution à la suite d'une vente d'actions ont alors concentré leur attention sur les tâches reliées au contrat conclu avec l'agence immobilière, indépendamment du fait que la transaction se soit terminée par une vente d'actions ou pas. Alors, ça peut arriver que nous, on va être rétribués, même si à la fin, c'est une vente d'actions, mais il faut faire attention au processus. Est-ce que c'était prévu dès le début ou c'est quelque chose qui a changé, puis le client il a dit que peut-être ce sera plus avantageux pour moi d'acheter l'immeuble avec la compagnie, puis comme ça, je veux prendre le risque et je veux vérifier avec mes fiscalistes. Ça peut arriver d'un cas ou d'un autre, mais il faut être très vigilant. C'est ça l'idée que on va faire attention, il faut être très vigilant quand on embarque dans une transaction qui inclut une vente d'actions avec actifs ou seulement une vente d'actions. Il faut savoir quoi faire. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on passe à la dernière étape? Peux-tu mettre le premier tableau, actif ou passif? Non, actif ou... Parle de ça? Ouais, merci. Moi, oui, j'ai une question simple. On doit être très vigilant. La vente d'actifs se transforme en vente d'actions pendant le contrat parce que le vendeur trouve que ça va être fiscalement plus intéressant. On doit être vigilant. Alors, j'appelle qui? Est-ce que je t'appelle, Moussa? Est-ce que je cours dans la rue en criant ton nom? Comment ça se passe? Non, en général, Denis, c'est un fiscaliste qui va répondre à cette question-là. Et il faut savoir aussi quand vous, je ne sais pas si vous êtes impliqué dans la vente ou l'achat, ok? Parce que si vous êtes en inscription, il faut s'asseoir avec le client pour savoir un peu c'est quoi la nature de sa vente.
Il va vous dire, moi, je veux vendre ma compagnie, puis je veux rien savoir après, je veux me laver les mains. Ça, c'est une vente d'action, là. On peut pas camoufler ça. Puis l'article que j'ai référé aussi, il donne quelques scénarios qui peuvent être intéressants à lire aussi, puis il réfère à des jugements que vous allez voir aussi dans le Jugement Québec. Ça vous donne une idée un peu sur les détails. C'est quoi qu'il faut faire attention. Puis c'est là où on parle de vigilant. Il faut pas être truqué et camoufler une transaction d'action par une transaction d'actifs. Puis c'est à nous de faire un peu la distinction dans ça. OK, parfait. Donc, si C'est je bon? comprends bien que c'est comme deux contrats de vente différents ou c'est un contrat pour les deux? Mais Quand il veut tout si on vendre veut liquide. être by the book, Eric, si Ouais. on sait que c'est une vente d'action, il ne faut pas embarquer dans ça, à moins que vous avez une licence avec AMF. Oh, OK. Ah, OK, merci. Sinon, vous êtes contre la loi, puis vous n'avez même pas le droit. Le contrat immobilier, ça ne s'applique pas sur ce genre de transaction. Donc, je ne pourrais pas le faire. Donc, moi, je fais juste une vente active. C'est ça. OK. Mais ça j'ai une question. Si par exemple, le client vendeur, il veut vendre tout, on fait juste la partie d'actifs, puis on trouve quelqu'un qui va faire la vente d'actions? Mais la vente d'actifs et vente d'actions au niveau juridique, c'est très différent, Mike. OK? Dans le sens que quand on parle de vente d'actifs, je Oui. vends l'immeuble, je vends l'achalandage, je vends l'inventaire, mais je ne vends pas les livres clients ou compte client et compte fournisseur. Oui. Alors, ce que j'ai avec les clients, là, ça ne me concerne pas en tant qu'acheteur. OK? Si je vends la compagnie, je veux aller au registre des entreprises puis je change l'administrateur dans les ventes d'actions, voyez-vous? Puis il n'y aura même pas de transaction chez le notaire pour registre foncier. Des fois, ça passe sans registre foncier au niveau de vente d'actions parce que c'est les actions de toute la compagnie, incluant l'immeuble en question. C'est pour ça que je veux dire être vigilant, là, savoir un peu la différence entre les deux et Clair, oui. étudier. Euh, Puis c'est pour ça que je vais terminer avec le point principal qui va conclure un peu cette formation-là avant la période de questions. Puis je veux le lire textuellement parce que c'est l'OASIC qui a marqué ça. Peu importe la catégorie de leur permis, les courtiers ont en tout temps l'obligation de tenir compte de leur aptitude, des limites de leurs connaissances et des moyens dont ils disposent pour agir dans une transaction immobilière. Puis ça s'applique partout, OK? Pas nécessairement dans le commercial. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que si j'ai pas d'expérience assez pour guider et conseiller mes clients, je suis mieux d'aller voir un autre courtier qui a de l'expérience, que peut-être je veux partager ma rétribution avec lui la première fois. C'est pas le directeur qui va vous répondre, parce qu'en général, le directeur, il va répondre à des questions techniques, mais il y a un processus qui peut être long dans le domaine commercial. Vous n'avez pas l'expérience dans les places rurales. À ce moment-là, peut-être, là, vous ne savez pas si les tests d'eau, les tests de fausses sceptiques, des choses comme ça, vous n'avez pas l'expérience. Allez chercher quelqu'un qui a de l'expérience. Partagez votre rétribution, peut-être une fois, deux fois. Il va vous guider sur les étapes, puis peut-être que vous allez être correct. Là, c'est pas un problème. C'est pas donné à... Puis celui qui est spécialiste aujourd'hui, il était initié peut-être il y a quelques années aussi. Alors, c'est une étape dans la vie pour apprendre un peu, mais il faut savoir que si jamais on embarque dans une transaction, d'avoir les outils nécessaires, sinon demander l'aide, mais l'aide qui est maintenue, c'est pas juste une aide technique pendant 5 minutes au téléphone qui peut nous aider à passer à travers la transaction, que ce soit commerciale ou dans d'autres domaines. Alors, il faut juste être bien équipé parce que vous êtes le professionnel, vous êtes le conseiller qui va guider votre client. Il faut le montrer d'une façon pratique aussi de cette façon-là. Alors, c'est tout ce que j'avais comme idée pour ces transactions-là. Je suis ouvert à vos questions. On peut poser les questions en anglais si jamais vous avez besoin aussi. Ça va me faire plaisir si je peux vous répondre. Ma première question, il va-tu avoir une partie 2 plus poussée? Ça serait Mais ça, juste en passant, il y a des formations qui sont offertes par APCEQ et par OASIC pour les transactions commerciales. OK. Pour le courtage commercial. Vous pouvez peut-être, je vous encourage à le faire si jamais vous avez besoin d'aller plus loin dans ce domaine-là.
Je veux enlever le share, puis on peut être ensemble pour répondre à vos questions. Chez toi? Est-ce que, exemple, quand il y a des grosses fermes au Québec, ils donnent-tu des cours là-dessus? J'ai pas compris ta question, Rénal, excuse-moi. Exemple, quand tu as des fermes de 2, 3, 4, 5 millions, y a-tu des capsules aussi là-dessus, le Tu PCQ? parles dans agricole, c'est plus Oui. dans l'OASIC que tu peux trouver ça. À l'OASIC. Ah, OK. Excellent. J'ai une question, si on revient aux ventes d'entreprise et d'actions. Si la valeur de l'immeuble physique dépasse la valeur de l'entreprise, est-ce qu'on est correct qu'on peut embarquer là-dedans? Mais à la fin, c'est quel type de transaction que vous allez faire? C'est ça la question. C'est pas l'actif en tant que tel, c'est pas la valeur de l'actif, c'est quel type de transaction qui va se concrétiser. Transfert d'entreprise ou vente d'actifs avec C'est ça. notaire. C'est OK. ça. J'ai plein d'autres questions, fait que je vais laisser les autres y aller aussi. Musa, I have a question for you. Yes. You mentioned terrain résidentiel, right? Mhm. Now, a terrain résidentiel can be 5,000 square feet and it can be 500,000 square feet, right? So for a residential property or a residential land that you can have a project of 100 units, does that apply as a terrain résidentiel where a broker who is only residential can embark in it? I don't have the right answer now. I can make some search, but on my knowledge, when it's dividable, the place like you can divide it and you can develop it, I think it's more commercial considered and not Exactly, because when it applies that let's say you can only sell if you are only residential, your permit is only residential, you can only sell up to 4 units, right? When you That's touch it. 5 and over, you It's are commercial. touching on the commercial. So I am assuming that the same thing should apply on a land, because if the project is for more than 4 units, but anyway, maybe you can get back to me, I will do my search, Rabia, but I think it's more commercial when it's over for Plex and Plus. Beautiful, thank you. Musa, when one buys a company and the shares of a company, one has to be very vigilant because my past experience has been where a active company had legal problems before, and the company was being sued by other manufacturers. So lawyers also have to get involved, and they have to do some research on the primitif of the group and so on. And not only that, I mean, just because the company has been sold now, you can still also have some past problems arising now, and the company will still be responsible for. Absolutely. Like it's one of the risks when you buy a share company or shareholders, you are buying the history of the company too. So if you have any problem with the Revenu Quebec, and even the law, they have 6 years, like from today to sue the company if there is any problems with the books. So in that case, yes, you are taking the risk at the same time. Mais dans ce cas-là, si on achète, si c'est une vente d'actifs, là, il y a un transfert complet, il y a un notaire, fait que là, tu n'achètes pas le passé de la compagnie. Là. Hein? C'est ça. Quand c'est actif, on n'achète pas les livres de Parfait. la compagnie. Je veux partager la page que je vous ai parlé là sur la vente d'actions, si vous me permettez. Vous me dites si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous l'avez devant vous. Elle est là. Oui. Est-ce que tu as devant toi le numéro de cet article-là? C'est ça. C'est vente d'actions, avez-vous le droit? Puis le numéro d'article, c'est 122359.
Tu vois, Denis, je vais juste agrandir un peu la partie qui parle n'est pas un contrat de courtage immobilier visé par la présente loi, celui par lequel l'intermédiaire s'oblige sans rétribution pour l'application de l'article 1, alors est assimilé à un immeuble. OK? La promesse de vente d'un immeuble, une entreprise, lorsque ces biens, selon leur valeur marchande, sont principalement des biens d'immeuble. Et une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente. Voyez-vous? Alors, c'est un article qui est très intéressant si jamais vous voulez embarquer dans le commercial, surtout quand vous êtes appelé à acheter ou transiger avec des actions. Je vous conseille fortement à le voir parce que là, il fait référence à des cas aussi, puis on peut les voir dans les sites de Jugement Québec, puis ça donne un peu les détails, comment le juge a considéré ça. Puis il y a eu un des jugements aussi qui était reconfirmé par la Cour d'appel aussi. Alors, c'est des choses qui ont été un peu plus loin que c'est juste par la loi standard de la Cour supérieure ou le cours de début. C'est bien? Oui. J'ai d'autres questions. Est-ce qu'il reste du temps? Oui. Ben, le temps est à vous maintenant. Toujours, il faut une résolution puis une procuration signée par la personne morale pour autoriser un représentant, Oui. même si le représentant il est tout seul dans sa compagnie, Oui. bien sûr, parce que la transaction, elle n'est pas au courant. OK, c'est réglé. Vérifier le zonage, on creuse jusque quand, là, oui, on peut aller à la ville parce que tout ça, c'est du service qu'on donne à nos clients, bien sûr. Fait qu'on va à la ville parce qu'on a des notions de plus. Mais est-ce qu'on a une obligation de résultat ou à un moment donné, on finit par juste une obligation d'informer parce que le client a quand même son obligation de faire Mais ses... si vous fournissez l'information, à ce moment-là, votre limitation est arrêtée. OK? OK. Votre expertise est faite. C'est sûr que là, avec un acte de vente, le notaire, il va dire comme quoi l'acheteur a fait ses vérifications aussi. Alors, ça n'enlève pas la responsabilité de l'acheteur pour voir, parce que peut-être il n'y a pas tout dévoilé. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai un client qui m'a contacté pour avoir un terrain pour mettre des palettes, palettes de bois. Alors, il voulait juste avoir une cour en arrière avec une place pour stationner ses camions. Mais en posant les questions, il voulait reproduire des palettes aussi, faire la production des palettes. Il voulait fabriquer les palettes. Voyez-vous, ça change un peu parce que là, on tombe un peu plus industriel que commercial. Alors, c'est là où peut-être en posant des questions, on peut voir est-ce que je suis qualifié, est-ce que j'ai le temps pour le faire ou non. C'est des choses très standards. Et il faut savoir, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le produit pour ce client-là, mais il faut voir, est-ce que moi, je suis capable de le servir ou est-ce que dans le secteur où ce que je travaille, je peux trouver son produit. C'est là où Oui, et puis il y a aussi le client, parfois, il y a un plan, puis il ne va pas tout le dire à la ville. Puis, fait que nous autres, on sait que si tu ne vas pas juste entreposer des palettes, à un moment donné, tu vas vouloir en construire pour augmenter ton chiffre c'est d'affaires, ça. et ça ne marchera plus. C'est ça. Puis c'est très simple, là. C'est juste du bois, on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de contamination, mais en même temps, les villes sont... Puis des fois, ça peut changer aussi. Aujourd'hui, peut-être un terrain qui est correct, mais là, ils ont un droit acquis parce que là, après, si jamais ça change de main, ils vont changer la vocation aussi. Ça peut arriver aussi. Alors, c'est là où il ne faut pas présumer que ce qui est aujourd'hui valide, il va l'être aussi dans quelques mois ou quelques années. C'est bon? J'en ai d'autres, mais je vais laisser les autres y aller. Parfait. S'il y a d'autres questions? Moi, petite question, Moussa. Une vente, je ne sais pas moi, d'un dépanneur, tout ça en commerce, un restaurant, ça rentre-tu ça dans la vente d'actions, puis on a-tu le droit de le faire? Parce que je vois qu'il y a des courtiers qui vendent des fonds de commerce et tout. Ça, j'ai-tu le droit ou ça prend Oui, des... on a le droit de toucher à ça, mais est-ce que le dépanneur, vous achetez la compagnie ou vous achetez l'inventaire avec les tablettes, avec les frigidaires? OK, mais mettons, s'ils achètent tout, là, comme, je sais pas moi, les couches-tard ou peu importe, s'ils achètent tout, qu'est-ce qui vient Ça, c'est avec? des franchises, là. C'est un autre monde, là. OK. Vous savez, je ne sais pas si vous avez marqué, dans le monde de franchise, c'est rare de trouver ça sur Centris. Ouais, ça, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres domaines et il y a des conditions à vérifier.
Puis juste, j'ouvre, merci Eric de mentionner ça. Si jamais vous achetez une entreprise, même si c'est une vente d'actifs, il faut voir un peu avec le propriétaire parce que des fois, le propriétaire a des restrictions aussi dans son bail. Alors, pour protéger votre acheteur, il faut avoir ça conditionnel, toujours à vérifier les documents et les baux qui sont en règle et actifs pour le moment. Surtout pour le droit de franchise, là, C'est ça. Donc, un fonds de commerce, j'aurais le droit de le faire, ça, il n'y a pas de problème. Oh oui, aucun problème. Aucun problème, mais si c'est actif. C'est Tu veux actif. dire quoi si c'est actif? Si c'est une vente d'actifs, on achète Ah oui, ok. disons, Pas que le restaurant il est le nom de commerce, l'achalandage, les étagères, l'inventaire, ça c'est des ventes d'actifs, c'est pas la des ventes mop, d'actifs. le sous-amop, puis tout ça. C'est ça. On Euh, n'achète pas le secrétaire ou le dossier. Vous avez parlé tantôt là sur faut vérifier le permis. Vous avez donné l'exemple de la clinique médicale contre la clinique de physio, là. On vous dit faut vérifier le permis d'exercice, notre permis d'exercice ou le permis d'exercice de la personne, si la destination qu'il entend donner à l'immeuble est possible selon son permis à lui. C'est ça. C'est ça. Selon Voir son un peu permis à si lui. votre client, si vous avez un client que vous promenez avec pour aller occuper une place, voir un peu si où est-ce que vous allez, est-ce que ça rentre un peu dans son activité, Dans champ son activité à lui. C'est Ok. ça. Parce que nous, c'est commercial. Fait. C'est ça. Vérifie que tu as le droit, sinon tu l'achètes dans le beurre, là. Mais c'est ça, c'est ça. Parce que là, quand on parle de commercial, puis je ne sais pas si vous touchez à ça, Denis, régulièrement, là, on parle Ouais, de plus location, en des plus. fois 50% que achat aussi. Fait que dans le monde commercial, la location est très fréquente et très commune aussi. Alors, il y a quelques détails aussi à voir quand vous êtes dans ce domaine-là. Oui, je viens de finir une transaction commerciale, probablement la pire qui peut exister. Mais si tout le monde faisait cette transaction-là après leur cours, Ils vont être ils des seraient des spécialistes. masses. J'ai tout vécu. J'ai tout vécu. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça plus tard, tantôt. Mais j'ai vraiment tout vécu. Je pense que le vendeur, c'était Donald Trump, puis on ne le savait pas. La banque finance à combien de pourcents généralement de la valeur économique? Généralement, là, on parle d'un. Mais ça dépend le portefeuille du client, là. Mais ça peut arriver jusqu'à 85%. Surtout, il y a des prêts qui sont assurés, il y a des prêts qui sont conventionnels. Il y a beaucoup de détails dans ça, là. Je veux pas rentrer dans les détails. Mais en général, c'est 75% de la valeur économique, c'est standard comme dossier. C'est ça, mais ça peut avoir des exceptions. S'il y a un autre portefeuille de plusieurs millions, puis il achète 1 million, je vous donne un exemple. Ils Oui, vont oui, prendre non, un c'est ça. collatéral, puis ils vont des Et fois voilà. financer jusqu'à 100%, là. Ben, c'est ce qui s'est passé avec mon client. Il est allé dans le collatéral de ses autres immeubles. Moi, je vais en arriver à ma grosse question. Fait que je vais laisser les autres s'ils en ont des plus petites. Ben, moi, si j'ai des questions, je vais t'appeler, Denis. Essaye. Il y a une boîte vocale. Oh, ouais. Merci, c'est gentil. Bon, ma question, Moussa, c'est celle-là. Transaction commerciale implique qu'à un moment donné, la banque va demander un test environnemental. La bonne pratique sur une promesse d'achat que l'on fait, c'est de mettre l'annexe étude environnementale, phase 1, ou payée par l'acheteur ou le vendeur selon ce qu'on discute. Tu parles de l'annexe expertise, c'est ça? Oui, l'annexe OK, expertise. parfait. Donc, ça devient une clause. Donc, ça protège mon client. Mhm. Évidemment, nous, en tant que détenteurs de permis, on a une obligation de protection du public. Oui, Un autre professionnel qui est lié au dossier, par exemple, quelqu'un qui fait le financement, lui peut avoir un autre avis contraire par rapport à l'étude environnementale. Quand moi, j'ai mis cette clause-là pour protéger mon client, la personne qui fait le financement a dit non, tu n'es pas obligé de mettre ça parce que de toute façon, la banque va le demander. Est-ce que ça crée. Moi, je pense qu'il faut toujours le mettre parce que si la banque émet sa lettre d'intention après étude du dossier et qu'elle dit parfait, c'est beau, on va te prêter, si le test environnemental est correct, le test environnemental sort qu'il y a du mazout dans le sol jusqu'en Chine. Donc, il dit ben, j'achèterai pas ça. Là, est-ce qu'on est devant une problématique que le vendeur peut dire ton financement était réglé, ta lettre d'intention est réglée, la banque te prête,
Et c'est le test environnemental qui dit que tu n'achètes pas, mais ce n'était pas une condition, donc tu t'obliges à acheter, puis c'est moi qui vais te financer. Mais normalement, la banque, elle va exiger un test environnemental, mais en tant que courtier professionnel, moi, je conseille que vous mettez ça dès le début. Absolument. Oui. Parce Parce que que ça là, pourrait coûter là, le plus au problème, moment. c'est que, surtout dans le commercial, ouverture de dossier, c'est à plusieurs milliers de dollars. Puis là, ça arrive que le dossier est ouvert à la banque. Puis là, si on sait qu'il y a un problème, puis là, ça va être à la merci de la banque de voir si on va financer ou pas, puis ça peut tomber n'importe quand. Les frais que ton client a assumés, là, sont déjà payés. Ah, Mais absolument. avoir un test d'environnement ou peut-être avoir l'état exact des lieux, moi, je conseille que ce soit dès le début parce qu'à ce moment-là, même le vendeur, il ne peut pas te dire non. Parce qu'il a le droit de dire, hein, la banque, elle va demander un test d'environnemental. Mais lui, le vendeur, il a le droit de dire non parce que ce n'était pas sur l'entente initiale. C'est ça, il a le droit de dire Ça non. peut Mais là, s'il bloquer, ça dit, peut moi, je bloquer vais le te dossier. financer, Alors oui, puis pour là, protéger votre client, il c'est faut ça. avoir ça dès le début. Ah, c'est bien ce que je pensais aussi. Et par rapport à ce test environnemental-là, phase 1, qui va coûter à peu près 1200$. La banque, pour étudier le dossier, va demander environ 1% de la valeur du prêt juste pour ouvrir le dossier et Oui, l'étudier. c'est ça. C'est plusieurs milliers de dollars. Qu'est-ce qui est donc le mieux à faire? Envoyer mon client dépenser pour le test environnemental d'abord. Si ça sort correct, là, il dépose sa demande d'ouverture de dossier. Bon, moi, c'est ça que je ferai. Oui, Mais parce que c'est du si cas c'est par pas cas. bon, il vient pas de dépenser 15 000 pour ouvrir un dossier à la banque. C'est Ça lui ça. a coûté quand même juste 1 200. Puis juste, comme vous le savez, je ne vous cache rien, dans le monde commercial, là, les financements, on ne parle pas de 15 et 20 jours, là. Non, 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 c'est 3 Normalement, c'est 60 à 90 jours minimum qu'il faut s'attendre. mois. Alors, puis, on peut prendre 30 jours pour faire phase 1. Puis là, si phase 1 est correct, on n'a pas besoin de passer à phase 2. On présente ça à la banque, puis le Ça dossier serait est une prêt. bonne pratique pour ne pas perdre de temps. Donc, de dire, on commence par la phase 1, il y a des délais, puis le financement, dans la clause, dans les autres conditions, ça explique que le financement, le délai de financement va commencer seulement quand la clause test environnemental va être levée. Oui. C'est possible de faire. Même ça peut courir avec, parce qu'ils peuvent commencer à étudier le dossier le temps que vous sortez la phase 1. Puis à ce moment-là, si vous voulez sauver les 1% ou 1,5% aussi pour l'étude de dossier, mettez le délai qui commence après la réception Après. de la phase Parce que c'est ce qui s'est passé, c'était Imozar, qui est une bonne compagnie qui la faisait, mais ça a tellement pris de temps que les deux se sont mis à courir en même temps. Fait que j'ai fait, OK, là, bon, finalement, tout était bien beau. Puis, en tout cas, c'était un aria, cette C'est bien. transaction. C'est bien. Même Mais si on comme je vous parle, dis, là, ça vous donne un exemple pour le reste. C'est du Oui, cas par cas. Hein. C'est c'est ça, c'est toujours. du cas par Pour cas. les tests de sol, comme Denis parle, là, est-ce que, exemple, quand que tu fais un test 2 puis un test 3, puis ça tombe négatif, c'est-tu toujours à la charge de l'acheteur? Comment est-ce que c'est? C'est à négocier entre les deux. Oui, je le sais, mais tu sais, habituellement, je ne sais pas si c'est une certaine logique, serait que le phase 1, si ça ne fonctionne pas, c'est aux frais de l'acheteur. Le phase 2, s'il fonctionne, là, ça pourrait être aux frais de l'acheteur, mais si ça ne fonctionne pas, le phase 2, tu as une phase 3, mais là, c'est tout le temps des coûts. Puis, mettons que tu arrives au phase 3, puis en fin de compte, écoute, c'est à décontaminer la place. Toi, tu irais jusqu'à où, là, faire payer tes acheteurs? C'est du cas par cas. Ouais, je le sais, non, je le Je sais que c'est reviens du cas toujours par à cas. l'idée. Je vous donne un exemple, OK? Un terrain qui est, disons, prime location, OK? Puis on sait qu'il est contaminé. Puis là, Ouais. peut-être on a eu un prix qui est très intéressant, puis ça vaut la peine de payer peut-être 200 000 pour décontaminer ce terrain-là, Ouais. parce que j'ai beaucoup de profit après. Mais si j'arrive sur une petite artère, là, puis je commence à avoir une station-service qui contamine toute la rue, puis je veux juste bâtir une maison, à ce moment-là, peut-être ça vaut pas la peine de payer. Voyez-vous, je peux trouver un autre emplacement qui est moins dangereux. C'est pour ça que, puis je ne veux pas mentionner des secrets, il y a certains courtiers qui sont présents aujourd'hui. Il y a eu une entente, disons, un vendeur qui paye jusqu'à une concurrence d'un certain montant, puis après ça, c'est l'acheteur qui va assumer, ou l'inverse.
Ça peut être un cas ou un autre. Là, faire une entente, c'est toujours du cas par cas. C'est pour ça que vous voyez dans le annexe expertise, là, vous avez une clause pour phase payée par acheteur ou par le vendeur. Alors, c'est un ou l'autre. C'est pas Quand une c'est- règle générale. Non. L'important, c'est d'avoir une bonne entente dès le début pour ne pas avoir des accrochages après. Donc, parce que j'imagine c'est quand long. j'imagine quand le vendeur en paye une certaine prix, c'est parce qu'il y a comme un soupçon de contamination, là. Ça La se peut. logique serait ça, là. Ça Je se vais peut. parler, M. Moussa, un peu de mon cas, parce que je viens de finir. Je voulais pas te mettre sur le Ah, spot. c'est correct, c'est correct. C'est mon plaisir de le partager. Je viens de finir la clause pour la phase 2. Donc, on a fait une offre conditionnelle à 50 ans, non remboursable. Donc, 50% pour le test est payé par l'acheteur, 50% pour le vendeur. C'est l'acheteur qui a fait le test, c'est mieux pour moi parce que c'est l'acheteur qui a choisi la compagnie d'environnemental. Puis la clause, ça disait qu'à la fin du test, mais le prix est négociable toujours. Ça veut dire, mais ce n'est pas négociable, c'est la même condition d'inspection. Donc, à la fin, l'acheteur a reçu le test. Nous deux, on a reçu le test. C'était pas grand-chose, c'était 30 000 $ de contamination. Fait que l'acheteur a imposé, mais du début, on a mis la clause d'inspection, négociation après le test. Fait que l'acheteur a demandé une réduction du prix de 30 000 $. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la phase 1, parce qu'on avait 30 jours pour le test, donc la phase 1 n'était pas finie, puis l'acheteur a avancé avec la phase 2. La phase 2, c'est carottage. Ils ont carotté 6 trous, puis ça a coûté 10 000 $. Tout le test. Le test au complet, c'était 10 000 $. Puis, à la fin de phase 2, ils ont donné une estimation de 30 000 $ pour la décontamination. Et que la phase 3, déjà, je vais rédiger aujourd'hui une modification avec notre conclusion de négociation. Le vendeur a accepté une réduction de prix de 25 000 $ sur le prix de vente. Mais ça va être l'acheteur qui va s'en occuper du phase 3. Je pense qu'il n'y a pas de carotte qui se fait avec la phase 1, parce que la phase 1, c'est tout simplement l'historique. C'est ça, c'est juste une Mais c'est ça qui a fait. Et beaucoup Il de- rentrait pas. et Oui, l'acheteur ne rentrait pas dans les délais, fait qu'il a pris le risque de faire la phase 2 avant de finir la phase 1. Puis une banque peut exiger normalement une phase 2 de manière ou d'une autre, même si la phase 1 passe. So, c'est toujours Oui. Mais la phase 1, on le savait parce qu'il y avait d'odeur de pétrole. Puis il y a deux tanks de mazout. Fait que, ils ont ramassé plus d'informations sur le terrain, comme par exemple, il y avait un cabanon où ils pensaient que c'était du charbon là-dedans. Donc, il y avait plusieurs informations qui ramassaient dans la phase 1, mais au bout de ligne, il a pris le risque d'avancer avec la phase 2 avant de finir la phase 1 au complet. Moussa l'a dit tantôt. Il dit la première phase, c'est un historique. Et avec cet historique, s'il y avait une station de gaz à côté depuis des années, la deuxième phase va dire écoute, on a peut-être du pétrole, on Oui. veut faire un test, si c'est clair ou non. Et même si c'est clair, tant mieux, ça passe, on ne fait pas la phase 3. Puis s'il y a une phase 3, combien ça coûte de défaire? Et là, on renégocie quand c'est le temps. Exact, oui. C'est ça qu'on a fait, exact. C'est bon. Petite question par rapport à ça pour les tests de décontamination. Si, mettons, c'est un 8, 10 ou 12 logements ou une bâtisse qui est déjà toute construite, la banque peut demander des tests environnementaux si tout est électrique puis il n'y a pas de problème ou comment ça marche? Ben, financement multirésidentiel, c'est jamais une règle qui va se donner. OK. C'est sûr que la banque elle a une base de données qui est un peu plus large que la nôtre parce que des fois, ils vont financer un voisin qui était contaminé ou il y a une base de données qui est plus large puis ils ont une vision un peu plus large. S'ils demandent un test environnemental, s'il y a une raison après ça. Dans le multirésidentiel. Commercial, c'est presque 100% des cas, ils vont demander un test d'environnemental. Dans ce que j'ai vu, c'était la construction d'un 12 logements qu'ils vont demander. Mais un coup qui est construit, il me semble qu'ils ne demandent jamais de test de sol. OK.
C'est ça. Mais ça dépend aussi de son emplacement. S'il y a des places commerciales qui risquent de contaminer le secteur aussi, ils vont exiger ça un peu plus souvent. Donc, ça, c'est pour résidentiel, mais quand c'est un local commercial, je ne sais pas, moi, un gros centre d'achat ou quelque chose, ils peuvent demander ou ils Oh vont oui, demander. centre d'achat, ça c'est presque sûr là, qu'ils vont demander ça avant de OK. commencer. OK, c'est bon. Une C'est bien. simple question. On a un client, il dit, ah, moi, je veux vendre mon commerce, je veux vendre mon immeuble. OK, mais j'ai l'impression que vous êtes commercial. Est-ce que vous êtes commercial ou principalement résidentiel? Ah, je sais pas. Puis là, il ne connaît rien. Donc, est-ce qu'on peut se référer au compte de taxes en regardant les codes pour voir si c'est considéré commercial ou compte de taxes ou ce Oui, n'est pas assez comme vérification? oui, mais il faut faire attention par contre. C'est pas la section taxes qui est la plus importante. Puis ça, merci aussi Denis de mentionner ça. Vous avez la partie urbanisme, c'est là où ils vont donner le pourcentage de la partie commerciale, résidentielle. Et même des fois, vous achetez un 5-plex, puis c'est en réalité un 4-plex. Il faut faire attention aussi des fois. Alors, c'est pas le nombre de portes et nombre de logements que vous payez les taxes, c'est ça qui va décider sa vocation. C'est plus comment il est considéré. Hier, si c'est pas plus loin, j'ai eu un appel de quelqu'un qui voulait faire une transaction pour un condo ou un immeuble à condo. Puis c'est commercial. Puis il ne savait pas que c'était une copropriété. Voyez-vous, c'est là où, des fois, mais en regardant le texte de la ville, il pensait qu'il y avait une partie qui était résidentielle, une partie qui est commerciale. On a vu que c'était tout commercial. Alors, C'est toujours mieux oui, on d'appeler a l'urbanisme. une idée plus large, normalement, quand on consulte les papiers. Certificat de localisation, il peut donner aussi, des fois, des idées. Mais c'est ça, là, quand que Denis vient juste de dire, l'urbanisme, ça, c'est en appelant, là. C'est pas sur le compte de taxes qu'on peut avoir ça, là. Ça paraît-tu Pas le dans compte de l'acte? taxes, parce que ça, c'est taxation, c'est plus urbanisme. C'est ça, appeler à l'urbanisme, c'est Oui, ça. Exact. oui. Ça, je pensais, ouais. Ça paraît-tu dans l'acte de vente, Moussa? Des fois, oui. Des fois, mais pas 100%. Pas 100% des cas. Ouais, puis s'il y a un changement de zonage ou où il y a de quoi, ça peut. J'imagine qu'appeler à l'urbanisme, il n'y a rien de plus précis, là. C'est ça. Puis quand vous passez dans le semi-commercial, une partie qui est commerciale, une partie qui est résidentielle, il faut toujours prévoir des taxes TPS TVQ à prévoir sur la partie commerciale. Tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le temps. ouais. Si le client a ses numéros, il peut avoir une exemption, mais c'est pas à nous de décider s'il il va être exempté ou pas. Non, mais C'est le notaire ou la personne qui fait la transaction qui décide. Puis des fois, Revenu Québec, il peut revenir après, là, plus tard. Alors, il faut prévoir qu'il y a des taxes à payer et inclure ça dans mais notre souvent, le notaire va aller chercher un formulaire pour justement que le client n'ait pas à stander les taxes pendant 3 mois, là. Il y a un formulaire là, des 40-20, là, de quelque chose comme ça, là, à titre d'information, là. C'est ça. Mais en tant que courtier, il faut aviser notre client Oui, 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 que oui. si on achète un semi-commercial ou une partie commerciale, c'est toujours taxable. Oui, exact. C'est bien. Alors, merci beaucoup, les amis. Ben, C'était très parfait. enrichissant, puis merci pour votre patience avec moi. J'ai beaucoup aimé la table ronde comme ça, Moussa. C'est très, très intéressant. Yeah. C'est good. Merci, Moussa. Merci, Bonne Moussa. journée. C'est moi que vous Belle remercie formation. d'être Bonne présent. bonne journée à tout le monde. Merci, Merci Moussa. Je suis beaucoup. prêt à vendre Au la revoir à place tous. belle. Merci, Moussa. Salut. Plaisir. Bonne journée. Bonne Merci, journée. M. Moussa. Bonne journée à tous. Merci. Moussa, est-ce que je peux vous parler?